Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 14h, André Berkoff. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, oui, mais nous sommes en marche. Mais alors, écoutez, on ne sait pas, c'est Nietzsche disait, on ne sait pas où on va, mais on y va. Alors là, c'est clair, on y va. Mais alors où? École? On va voir. À géométrie variable, on va voir. Confinement, déconfinement, oui, on va voir le volontariat, etc. Les masques, oui, mais la guerre, de plus en plus, celle de 40. Non, mais vous savez, comme disait le grand Charles, on a perdu une bataille, mais espérons qu'on ne perdra pas la guerre. Espérons-le vraiment. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et nous, on vous fera pas la litanie des morts et des décès et des contaminés, etc. On va vous dire effectivement ce qui se passe, on va essayer en tout cas, ce qui se passe sur le front, des protocoles qui s'affrontent, des médecins qui se déchirent, ou en tout cas qui essayent, des faux savants, des vrais experts, etc. Mais on est avec quelqu'un qui justement est dans la pratique, sait ce qu'elle dit, sait ce qu'elle fait, le docteur Frédéric Arne, médecin, anesthésiste, hypnothérapeute, et elle est au CHU de Reims et elle va nous dire non seulement ce qui se passe sur certains fronts, mais surtout comment organiser la prévention, parce que la prévention, évidemment, c'est le plus important. Et nous allons prendre le temps de ça. Nous allons évidemment parler de ce qui se passe sur le front de la... Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire. On voit la meilleure façon de marcher. Et nous allons recevoir Andréan Gombe. Andréan Gombe, c'est un intellectuel africain. Il est président de la dynamique Incarner l'espoir. Et il est candidat déclaré à la présidence de la République du Congo-Brazzaville. On va parler avec lui de la dette, de la France-Afrique, de la Chine-Afrique. Et vous allez voir, ça ne va pas arrêter de passionner. À tout de suite. Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour. T'as voulu voir le salon et on a vu le salon. T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. T'as voulu voir le placard et on a vu le placard. T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre. T'as voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon. Ouais, c'est con. T'as voulu voir Macron et on a vu Macron. Maintenant tout est plus clair, on sait ce qu'il faut faire. Pour pas se contaminer, il faut se confiner, mais pour se déconfiner, il faut être immunisé. Pour être immunisé, il faut se faire contaminer. Pour se faire contaminer, il faut se déconfiner. Et voilà, tout est dit, ça fait un carton sur les réseaux sociaux, ce sont les goguettes. Voilà, il se filme un couple, il se filme dans son appartement, et sur l'air de T'as voulu voir Dutronc et on a vu Dutronc, le fameux air de Jacques Brel, la fameuse chanson de Brel. Et ben voilà, déconfiné, confiné, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et on se demande vraiment sur tous les plans, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que chaque jour apporte son lot de, effectivement, de polémiques, et nous, on est là, on est confinés, et les Français, les premiers de corvée, eux, sur le front, le personnel soignant qui est à l'hôpital, les routiers, les caissières, les éboueurs, tous ceux qui font que la France vit aujourd'hui, survit aujourd'hui, et puis, nous, on se demande à quelle sauce nous allons être mangés, si toutefois nous allons être mangés. On espère que pas trop vite quand même, pas trop vite. Mais voyez encore sur la polémique sur l'hydroxychloroquine, sur le Plaquenil. Voici encore avant-hier ce que disait Olivier Véran, ministre de la Santé à l'Assemblée nationale. Écoutez. Les dernières publications, monsieur le sénateur, que je vous invite à lire, qui ont été publiées et validées, ne sont pas en faveur, hélas, mais clairement pas en faveur de l'utilisation en pratique courante de ce traitement en mono ou en bithérapie associée à l'azithromycine. Néanmoins, des études continuent sur l'ensemble du territoire national, dans les hôpitaux, et donc nous aurons des réponses également issues d'études françaises. Mais lisez la publication américaine d'hier, je vous invite à beaucoup de prudence, encore plus qu'avant. Encore beaucoup, mais s'il n'y a pas le protocole Dr Howe, il y a un médicament qu'on prend quand on est malade et qui est efficace ou qui ne l'est pas. Alors, effectivement, on peut en parler. On va parler de cet essai Discovery. Visiblement, Olivier Véran prend ses distances.
relativement net avec le protocole Raoult. Il parle de cette étude américaine. Cette étude américaine, encore une fois, on ne prend pas parti, nous, mais elle est extrêmement contestée, cette étude américaine, et la manière dont elle a été faite est très, très contestée, pas seulement par Raoult, mais en Amérique. On a lu depuis hier beaucoup de polémiques. Docteur Arndt, Frédéric Arndt, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour André Berkoff. Dites-moi, bonjour, et merci d'être là avec nous sur Sud Radio. On voudrait, plus généralement, on voudrait comprendre un peu, est-ce que vous trouvez que c'est plutôt sain ou plutôt pas très sain, on parle de santé, d'avoir cette polémique permanente et on a l'impression qu'à chaque fois que quelque chose se dit, ah non, il y a telle étude qui infirme, telle étude qui confirme. Alors, Discovery d'un côté, protocole Raoult de l'autre, le Remdesivir qui a été, hier on disait que c'est pas encore ça du tout dans les randomisés, le Canetra. C'est surtout, docteur Frédéric Arndt, est-ce que c'est une bonne chose de polémiquer en permanence dans le grand public, dans les médias, sur ces protocoles? Donc certainement que c'est pas une bonne chose au sens où on n'est pas des experts et que on demande aux citoyens de se positionner sur des choses où c'est compliqué de l'être pour lui. Donc moi j'interviens, je ne suis pas infectiologue, je suis pas spécialiste du Covid, je suis médecin anesthésiste et je travaille auprès de patients chroniques dans un centre de la douleur. Oui. Et ce que j'ai pu observer, c'est que le profil des patients que j'ai au quotidien, à ma consultation, sont des patients qui ont un terrain inflammatoire chronique et qui expliquent que ces patients tombent plus facilement dans la douleur et la fatigue chronique. Et au fil des semaines, cet événement Covid est passionnant. On se rend compte que les patients qui sont les plus graves, qui vont tomber, ont ce terrain inflammatoire sous-jacent, ce sont des patients des hommes qui sont plutôt plus âgés et qui ont souvent un terrain métabolique avec un surpoids. Pour revenir aux études Discovery, les études Discovery ont été... il est légitime, de par nos professeurs, nos instances, nos hautes autorités de santé, de s'appuyer sur des études randomisées. Et c'est là toute la polémique autour de M. Raoult, qui très courageusement a voulu soigner et être efficace tout de suite et n'a pas fait d'études randomisées. Mais c'est compliqué de faire du randomisé quand on est dans l'urgence, c'est que on a une clairvoyance et une conscience et qu'on a vraiment l'impression d'aider et qu'on donne un traitement qui de toute façon est connu depuis longtemps et n'a pas d'effet indésirable. Quoi qu'il en soit, nos autorités de santé ne peuvent pas valider, et ça c'est normal, il faut des preuves, on doit avoir des articles et Discovery a toute sa place. Le souci Discovery, c'est qu'ils ne peuvent pas se positionner par rapport à ce qu'a fait M. Raoult, puisque Discovery s'adresse à des patients en réanimation. Et après, l'étude américaine, cette étude américaine, en effet, elle pose question, puisque c'est une étude qui a un niveau de preuve, un niveau 4, on appelle ça un grade C, c'est une étude rétrospective. Ça veut dire quoi, niveau 4? Non, mais c'est pas un bon niveau, c'est pas ce qui est un niveau de preuve le plus important. Et surtout, dans l'article, j'ai eu du mal à voir les critères d'inclusion et de non-inclusion. L'étude, clairement, n'est pas en faveur de l'hydroxychloroquine, c'est sûr, mais est-ce que ils nous disent pas s'ils ont inclus les patients à l'aveugle ou si le patient a dit « Ah ben moi je suis très malade, donnez-moi l'hydroxychloroquine ». Si j'ai donné ce traitement à quelqu'un qui est très malade, forcément, il y a un biais d'inclusion. Donc, de toute façon, dans l'introduction, ils disent eux-mêmes que c'est une étude qui demande à être confirmée et qui ne peut pas influencer elle n'a même pas, pardon Frédéric Arndt, deux questions. Elle n'a pas été homologuée encore puisqu'il n'y a pas eu le reviewing, vous savez, la revue par le comité de lecture en l'état. Donc, ça, c'est première chose. On ne peut pas se baser dessus, comme nos autorités de santé ne se basent pas sur ce qu'a fait M. Raoult, et c'est louable. Par contre, le souci, j'ai envie de dire, c'est de ne pas laisser la médecine de ville, les médecins traitants, faire leur médecine de terrain et
pour aider leurs patients, puisque eux connaissent leurs patients, Bien et sûr. éviter que ces patients ne s'aggravent et aillent à l'hôpital. C'est ça, on a laissé, et franchement il faut le dire, on a laissé la médecine de ville de côté pour le moment en tout cas, en France. On ne les a pas inclus, parce que vous l'avez dit vous-même, on a commencé cette émission, nous sommes en guerre, disait Emmanuel Macron, nous sommes en guerre. Mais, et le maréchal Foch et les chefs de guerre, même Napoléon, rappelaient qu'en guerre, il faut y aller, c'est un art d'exécution. À un moment donné, vous êtes vous-même docteur sur le terrain. Et donc, il faut savoir ce qui se passe. Alors, vous dites que vous n'êtes pas, je vous demandez pas votre expertise d'infectiologue, je sais que vous ne l'êtes pas, mais au fond, les malades comme ça, qu'est-ce qui fait au fond que on ne peut pas attendre, je ne sais pas, je vous pose la question, est-ce qu'on peut attendre, visiblement ça va prendre encore beaucoup de temps, est-ce qu'on peut attendre les recherches, les études de partout sans faire quelque chose? C'est ça la question qui est posée aujourd'hui, depuis 3 mois en tout cas. Alors, on nous dit que Discovery, les essais vont sortir fin avril, mais quoi qu'il en soit, Discovery, c'est sur des patients qui sont hospitalisés, qui sont graves, donc ils auront toute leur valeur, mais pour ces patients-là. Nous, au CHU de Reims, quand je prends des gardes d'urgence en Covid, je suis bien sûr les recommandations des patrons d'infectiologie, et je vois que ils introduisent de plus en plus tôt les traitements corticoïdes avec un très bon bénéfice, parce que les patients qui sont hospitalisés sont forcément des patients plutôt graves. Les patients qui vont bien, on les laisse rentrer chez eux parce que l'hôpital est surchargé d'activité. Donc, les patients qui sont graves, le but de nos patrons, c'est d'éviter que ces patients s'aggravent davantage et aillent en réanimation. Et pour limiter l'orage cytokinique, l'orage inflammatoire, ils ont remarqué que en mettant très rapidement des anti-inflammatoires, des corticoïdes. Comme quoi, là, c'est quoi les anti-inflammatoires? Par exemple, qu'est-ce qu'ils mettent, des corticoïdes à forte dose. Ils mettent des corticoïdes à forte dose avec vraiment un bon bénéfice. Et Madame Banissal a fait une vidéo YouTube où elle explique bien ça, qui a été diffusée à toute la communauté de l'hôpital pour qu'on comprenne. Je pense qu'il est sûrement diffusé dans les médias. Et donc là, c'est toute la place. L'hôpital prend toute sa place et nos autorités de santé ont aussi toute leur place quand elles nous mettent en garde. Donc je comprends qu'elles mettent en garde une toxicité de médicaments qu'on utilise depuis 50 ans, sans souci. Moi, je l'utilise. La chloroquine, et voilà. Absolument. Je l'utilise pour, je le renouvelle. Vous l'utilisez vous-même? Les patients. Ah bah oui, en douleur chronique, on l'utilise pour les patients qui ont des pathologies rhumatismales chroniques, des vascularites, certaines maladies auto-immunes. On ne sait pas trop comment ça marche. Quand je demande dans les réunions, ça marche comment? On est tous d'accord pour dire, ça a une action anti-inflammatoire. Après, est-ce que c'est l'action antiparasitaire qui fonctionne? En tout cas, ça fonctionne. Donc on le donne. On ne sait pas comment, mais ça fonctionne. C'est ça. Ça fonctionne. C'est clair. Et on le donne au long cours, et la toxicité, on surveille la toxicité rétinienne, mais on sait qu'à petite dose au long cours, il y a aucun risque. On surveille pas la toxicité cardiaque. Là, c'est vrai que M. Raoult demande de le mettre à un peu plus forte dose, mais sur un temps très court. Donc, et puis je pense que nos autorités de santé ont raison de nous alerter en nous disant, c'est voué à être donné à beaucoup de monde. Forcément, le peu de toxicité cardiaque qui existe va émerger. Donc, je pense que la prudence, surtout si on l'associe à l'azithromycine, hydroxychloroquine comme azithromycine sont 2 médicaments qui peuvent avoir une action sur le QT, c'est-à-dire ralentir un petit peu la conduction. C'est au niveau de l'électrocardiogramme. C'est un petit morceau qui s'appelle entre l'onde Q et l'onde T. On appelle ça le QT. S'il est trop allongé, cet espace, les 2 drogues peuvent accentuer cet allongement et faire un arrêt cardiaque. Donc, en effet. Mais en même temps, la probabilité, elle n'est pas. Ce n'est pas le. Jamais on fait de bilan cardiaque d'habitude. Mais là, si ce médicament est donné à plus forte dose,
Et si surtout si c'est associé avec un autre comme l'azithromycin, eh bien, il y a un risque quand même potentiel. Bien sûr. Et donc, et demander qu'on fasse un ECG, c'est logique. Un électrocardiogramme, tout à fait. Non, mais le problème, c'est que ce qu'on ne comprend pas très bien, et je suis pas le seul, c'est qu'on renvoie dos à dos des études, ou encore, si on parle du remdesivir ou du Canetra ou de l'opioïde, rien n'a été acté. Et d'un autre côté, un protocole, encore une fois, dont on ne dira jamais que tout va bien et que c'est un protocole formidable. Je parle du protocole Raoult ou autre, hein, mais que au moins il y a eu déjà des gens qui ont été traités et apparemment, en tout cas sur 3000 personnes, il n'y a pas eu un rejet massif. En tout cas, disons, les résultats sont plus encourageants que décourageants, je crois. C'est clair. Oui. Donc, à l'hôpital et en ville, on n'a pas du tout la même patientèle, en tout cas en ce moment, par rapport au Covid. Et je pense que le travail extraordinaire qui est fait à l'hôpital, il est légitime. Et eux, qu'ils essayent d'éteindre le feu d'une maison qui est en feu avec des grosses molécules, c'est normal. Par contre, qu'on laisse les médecins traitants en ville qui ont l'habitude de leurs patients, qui ont l'habitude de soigner le terrain, introduire des traitements qui sont pas des armes lourdes, mais qui sont plus un extincteur qui va éteindre le petit feu de départ, ça me semble aussi légitime. Les médecins connaissent les drogues. Après, on les alerte sur le fait qu'il faut être plus prudent si on le prescrit plus. Et bien sûr, ne pas encourager l'automédication. Ça reste un traitement sur ordonnance. Ça, c'est évident. Les médecins sont compétents. Les médecins généralistes, ils ont une compétence qui est réelle. Et je pense qu'ils vivent très mal le fait qu'on leur enlève cette molécule. Et je les comprends, parce que c'est un extincteur de première ligne. Bien sûr, ça ne sera pas un extincteur en réanimation. Mais ça, c'est évident. Alors, Frédéric Arndt, je voudrais qu'on parle, c'est très clair. Non, mais ça a été très clair. Il faut savoir effectivement ce qu'on veut dans la vie et savoir que les médecins aussi sont responsables. Tous les médecins, d'ailleurs, on peut le dire, sont responsables et en dehors des conflits d'intérêts, qu'ils fassent leur métier. C'est ce qu'on attend d'eux. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de prévention et d'hygiène de vie. On en a parlé hier dans notre conversation. Frédéric Arndt, qu'est-ce qui vous paraît le plus important aujourd'hui, en attendant de savoir s'il y a remède miracle ou vaccin miracle, mais on n'en est pas là, loin de là, face à ce virus, face à cette pandémie? Donc, bien sûr, je ne dirais pas des recettes, voilà. Oui. On espère le remède miracle ou le vaccin miracle, mais le vaccin contre la grippe, on l'a toujours pas, et le vaccin contre le sida, on l'a toujours pas. On l'a pas. Donc, on va Alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant? De faire en sorte de pas arriver à ma consultation. C'est-à-dire de ne pas avoir ce terrain inflammatoire qui va faire que je vais tomber plus vite dans les symptômes de douleur chronique et de fatigue chronique. Quand on interroge un patient en consultation chronique, en fait, si on fait bien l'historique, on se rend compte que c'est pas un événement qui fait tomber le patient et qui le plonge dans la pathologie, dans la douleur, mais une succession d'événements au cours de la vie. C'est-à-dire que quand j'étais jeune fille, j'avais des règles douloureuses. Mais c'est pas grave, on a mis une pilule pour cacher ça. Et donc, je continue. Et puis, j'ai fait une péritonite appendiculaire. Mais c'est pas grave. J'ai juste abîmé mon microbiote pour très longtemps et la fois suivante, je vais pas y arriver. Ensuite, quand j'ai des tendinites très souvent. Je me suis fait opérer, j'ai fait une algodystrophie. J'ai une capacité de cicatrisation plus lente que les autres. C'est ça, l'algodystrophie. C'est pas grave, c'est rentré dans l'ordre. Mais le cumul de ces choses fait qu'un jour, quand la tasse sera pleine et que j'aurai moins de capacité d'adaptation, là, ce sera plus compliqué. Et parce qu'on a des ressources, l'être humain est fabuleux, il est plein de ressources. Donc peut-être éviter de tirer sur cette corde et de, un peu comme le jardin du jardinier, on peut mettre des engrais. Bien sûr que ça va pousser plus vite, ça va aller mieux. Puis mais il faut pas forcer. Mais le problème, c'est que si on en met trop, on sait qu'on appauvrit la terre. Et puis qu'un jour, si le temps est moins clément ou que j'ai pas les moyens de m'acheter mon fertilisant, là, je n'aurai plus rien. Et donc, l'être humain, c'est un peu ça. Je dis toujours à mes patients, c'est une entreprise. Vous êtes chef d'entreprise.
et vous devez favoriser tout ça. Donc, dans la littérature médicale, on sait que, par exemple, le zinc a une action antivirale. Le zinc, ça s'achète en vente libre, ça s'achète sur ordonnance et c'est remboursé. Et dans cette période, moi, j'en donne à tous mes patients. À partir du moment où un patient vient en consultation douleur, je en donne aux 2 intersaisons, qui sont les périodes où le système immunitaire est plus sollicité avec les pollens ou l'arrivée des virus à l'automne. La vitamine D, c'est le premier anti-inflammatoire, comme on pourrait le dire. Il a une action, c'est une vitamine, mais c'est aussi une hormone. C'est une action sur plus de 60 réactions. Docteur, oui, restez avec nous. On a une petite pause et on se retrouve tout de suite après la pause. Merci. Et vous continuez à nous écouter sur Sud Radio et à nous appeler 0826 300 300. On vous donnera la parole à partir de 13h sur Sud Radio. Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec le docteur Frédéric Arndt, anesthésiste, hypnothérapeute au CHU de Reims, notamment. Je voudrais juste continuer un tout petit peu, docteur Arndt, et puis on vous fera, si vous voulez, on fera appel à vous parce que c'est passionnant et surtout c'est très clair ensuite. Vous avez dit le zinc, vous avez dit la vitamine D, c'est ça? La vitamine D, voilà. La vitamine C, D, exactement. La vitamine D, c'est la base. Il faut avoir un taux. En fait, on se rend compte que les patients qui ont une pathologie chronique, les patients en surpoids, diabétiques, avec des maladies chroniques, ont une vitamine D qui est basse parce que elle est consommée dans les mécanismes inflammatoires. Donc, il faut vraiment veiller à avoir un taux de vitamine D suffisant. Et parfois, on n'absorbe pas bien les greffes. Et donc, même si on en prend, elle rentre pas vraiment bien. Donc, c'est important de contrôler ça. Le dosage n'est plus remboursé, mais ça coûte pas très cher et c'est bien sûr. Et donc il faut faire, en fait, il faut que chacun fasse de la prévention là aussi, même devant quelque chose d'aussi énorme que le virus, que le coronavirus, il faut penser à ça. Tout à fait. Il faut manger du vivant si on veut faire du vivant. La vitamine C, c'est une prévention de base. Les fruits frais doivent être consommés, alors que les sucres industriels doivent complètement être limités. Les sucres industriels vont favoriser ce qu'on appelle l'hyperinsulinisme. L'insuline est une hormone pro-inflammatoire, extrêmement toxique. Au même titre que la vitamine C, tout ce qui est polyphénol, il y a même certains articles qui disent que la quercétine qu'on va trouver dans certains légumes, fruits, donc les oignons, les capres, aurait une action sur ce fameux récepteur ACE sur lequel se fixe le virus. Après, les probiotiques, qui sont une barrière, c'est-à-dire que si je dis toujours à mes patients que les probiotiques c'est quoi les probiotiques? C'est les gentils bactéries. J'appelle ça des casques bleus, en fait, dans un pays. On va mettre une armée d'occupation qui s'appelle les probiotiques. Voilà. Et le fait de mettre cette armée d'occupation, il y a moins d'intrus qui vont pouvoir envahir le pays, sachant que les probiotiques vont jamais vous remplacer votre propre microbiote. On rentre là dans le monde du microbiote qui fait aussi beaucoup parler de lui en ce moment avec les bactériophages. Et donc, ça, on fera une émission spéciale là-dessus. Juste un mot, docteur Arndt. Juste un mot. Il y a une polémique sur les anti-inflammatoires qui favoriserait le Covid, qui serait pas bon ou pas bon. Voilà. Donc ça, c'est important de revenir là-dessus. Vous avez raison parce que on a en effet dit que les anti-inflammatoires étaient mauvais. Ça peut abîmer le mucus. Donc, il faut absolument pas d'automédication. De même, les corticoïdes qui sont donnés en hospitalisation et en réanimation, si on les donne trop tôt, ça va favoriser le Covid. Ça ne peut s'entendre, ces traitements-là, que chez un patient qui a un emballement immunitaire et qui est grave. Et que sur conseil et sur ordonnance, ne jamais faire. Encore une fois, l'automédication n'a vraiment pas sa place. Le médecin traitant est vraiment le centre, le pilier pour conseiller. Il y a des moments où on va donner l'anti-inflammatoire et des moments où c'est vraiment contre-indiqué. C'est difficile. Et une bonne façon de moduler ça, c'est son hygiène de vie et avoir une alimentation, une hygiène de vie anti-inflammatoire
Un très bon anti-inflammatoire, par exemple, ce sont les poissons gras. Les sardines. J'ai un compte Insta et sur mon Instagram, je marque, je fais toujours des petites photos et je dis aux patients, vous voyez, il y a des livres qui vous donnent une alimentation anti-inflammatoire. Achetez ces livres-là. Je leur fais des photos, des huiles de poisson. Après, bien sûr, il faut boire. On est surpris de voir que les patients ne boivent pas 2 litres d'eau par jour. Il faut comprendre que nous sommes faits à 70% d'eau et si on veut qu'il y ait des échanges électrolytiques, eh bien, il faut ce support essentiel. Et enfin, de l'iode, les produits de la mer à petite dose, le sel iodé, c'est un anti-infectieux. On est étonné de voir les grosses carences qu'ont certains patients. Et la dernière chose, l'activité physique, le sommeil et la gestion du stress, par exemple, par la cohérence cardiaque. Merci beaucoup Frédéric Arndt, vraiment merci de ces renseignements précis et on fera, si vous voulez bien, appel à vous. Et en tout cas, vraiment, c'est très important. Les auditeurs de Sud Radio, tout le monde doit effectivement, si vous ne vous soignez, soignez-vous et le ciel vous soignera. Mais si vous ne vous soignez pas, même les médecins ne pourront rien faire pour vous. À vous de commencer. Merci encore. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas. Ouais, il faut que tu respires, bien sûr, il faut que tu respires. Mais pour les gens très atteints en réanimation, eh bien écoutez, encore une fois, cet état admirable, plusieurs milliers de respirateurs commandés en urgence par l'État seraient inadaptés pour les patients atteints du coronavirus en réanimation. Je parle des patients en réanimation. C'est Radio France. Radio France a sorti hier que 8500, écoutez-moi bien quand même, 8500 des 10 000 respirateurs commandés par l'État ne sont pas adaptés à la réanimation de patients atteints par le Covid-19. 8500 des modèles Osiris sont des respirateurs destinés à gérer l'urgence. C'est un appareil qu'on utilise dans les ambulances, mais pas dans les salles de réanimation. Alors évidemment, réaction du gouvernement, non, pas du tout. Le secrétaire d'État à l'économie dit la commande passe à air liquide a été un moment où le nombre de patients admis en réanimation continuait de croître très rapidement. Et alors on était dans l'urgence, etc., etc. Sauf que, il faut savoir, alors on nous a annoncé, Édouard Philippe, Olivier Véran, que d'ici la fin juin, la France devrait disposer de 15 000 respirateurs de réanimation et de 15 000 autres respirateurs d'urgence. Mais alors là, pour le moment, quand même, le vrai problème, c'est les respirateurs des réanimations et apparemment, ils ne sont pas pour le moment au rendez-vous. C'est un peu embêtant quand même. Alors écoutez, si le gouvernement a d'autres choses à dire, nous l'accueillons avec plaisir. Ministère de la Santé, vous le savez, notre antenne vous est ouverte. Mais en attendant, écoutez, si on veut qu'on respire, comme dit Mickey 3D, faut prendre des dispositions. Merci. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Tu fous ton masque, fais gaffe parce que le coronavirus démarre. Tu fous ton masque, tu te laves les mains, tu pries ton frère qui t'attend. Très belle parodie de notre réalisateur Pierre-Yves de Fatal Bazooka. C'est vrai, Fatal Bazooka, tu fous ton masque. Et alors voilà, effectivement un bravo, parce que, vous savez, les masques, on en a parlé suffisamment et on en parle encore. Et ben voilà, Victor Lefranc, il tweet, parce que ma mère, avec 3 autres personnes, est en train de coudre presque 1000 masques pour tous les habitants de la commune. Pas la solution miracle, mais toujours ça de plus. Et ben voilà, ce qui se passe actuellement en France, et c'est là où il faut pas désespérer, c'est face à la carence, face à la pénurie, on va pas revenir là-dessus, mais vraiment, il y aurait de quoi dire encore des choses. Et ben des milliers de gens, soit des usines, soit des pharmaciens, soit des réseaux, soit des particuliers, et ben voilà, ils fabriquent, ils sont en train de coudre, ils sont en train de faire avec les moyens du bord, avec le système D, de faire les masques dont on aura, et on le sait aujourd'hui, et on le sait, de plus urgents besoins. On a parlé hier de l'Académie de médecine, on a parlé hier de tout ça. Oh, si le déconfinement, on le sait aujourd'hui, que l'on se le déplore ou qu'on s'en réjouisse, ne se fera pas sans masque. Il faut le savoir, et franchement, les princes qui nous gouvernent ont intérêt à s'agiter encore plus qu'ils ne le font, mais les Français, ils attendent pas, ils y vont, bravo à eux. Allez, 0826 300 300, est-ce que vous aussi vous êtes en train de tricoter des masques? Venez nous raconter tout ça à partir de 13h sur Sud Radio. Dans quelques instants, place à l'invité Landré Berkoff.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et on accueille sur Sud Radio Andrea Ngombe, président de la Dynamique Incarner l'Espoir et candidat déclaré à la présidence de la République du Congo. Bonjour Andrea Ngombe. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour. Heureux de vous accueillir. J'ai lu vos papiers, vos prises de position. Alors d'abord, vous présentez à la présidente de la République du Congo, je précise Congo-Brazzaville pour les... Exactement. De confusion avec la République, la RDC. Et justement, je voulais vous entendre parce que vous avez beaucoup parlé d'un certain nombre de sujets qui nous concernent. D'abord, je voudrais aborder le premier qui est effectivement, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, ça fait 3 mois quand même que le coronavirus répand la terreur et ailleurs. Et il paraîtrait qu'en Afrique en général, je ne parle pas du Congo en particulier, mais en Afrique en général, et en tout cas jusqu'ici, et heureusement, les gens sont moins atteints. Est-ce que, d'après ce que vous renseignements, vous le confirmez ou pas, ou quoi? Non, d'après ce qu'on sait, ils sont moins atteints pour l'instant, et il faut savoir que l'hiver austral va commencer à partir du mois de mai, donc on est dans l'hémisphère sud souvent. Ah oui. Donc il y a une inversion en fait de la temporalité, mais à ne pas douter, si effectivement les Africains sont des humains, ils seront touchés comme tout le reste de l'humanité. Oui, mais est-ce que justement vous avez écrit là-dessus, Andrea Ngombe, on va parler ensuite évidemment politique et France et Chine et tout ça, mais est-ce que vous avez l'impression que les gouvernements, les États se préparent, sont déjà préparés ou pas encore, comme nous on n'a pas été, il faut le dire. Hein. Non, les États sont plus ou moins préparés. Maintenant, c'est comme on dit, l'Afrique est diverse, donc il y a des pays qui se préparent plutôt bien. On pense en cela au Maroc, à certains États du Maghreb. Il y a des États solides comme l'État sud-africain ou l'État ghanéen. Et il y a toute la ribambelle d'États faillis que nous connaissons, que ce soit l'Arc, Afrique centrale ou Soudan du Sud, où nous craignons évidemment des hécatombes dans ces endroits-là. Dans ces endroits-là, oui, c'est sûr. C'est sûr. Alors, parlons d'abord une question. Vous faites partie, vous avez créé le collectif Ça Suffit. Oui. Le Ça Suffit, c'est Ça Suffit, c'est ça? Ça vient de ça? Exactement. C'est un jeu de mots entre le nom du dictateur congolais et Ça Suffit. Oui. Donc, ça suffit et ça fait un seul mot. Ouais. Sasun Nguesso et Sasun Ngo suffit. Oui, d'accord. D'accord. Et alors, justement, parlons, vous savez, il y a eu les grandes déclarations d'Emmanuel Macron demandant il faut absolument supprimer, enfin, arrêter la dette, liquider massivement la dette que les États africains et autres, pas seulement, enfin. Et cette attitude de la France par rapport à ce qui aujourd'hui est considéré comme mort et enterré, je voudrais savoir si pour vous elle est morte et enterrée, la fameuse France-Afrique qui a régné depuis 1945 et très longtemps, et aujourd'hui l'attitude des pays européens et d'Emmanuel Macron et de la France en particulier, qui dit bon écoutez, la première des choses à faire, c'est de liquider la dette et d'ailleurs d'aider les pays, Abidjan, le métro d'Abidjan, les investissements, etc. Quel est votre avis là-dessus? Je vais faire une réponse en 2 parties. D'abord, essayer d'éclairer vos auditeurs rapidement sur ce qu'est le mot France-Afrique. Sinon, à la fin, tout le monde met des choses dedans et on n'y comprend rien. Pour dire qu'elle est morte, il faut savoir qu'est-ce qu'elle est. Nous définissons la France-Afrique comme, en fait, un processus de cooptation des élites africaines, donc des classes dirigeantes africaines par l'État français. Ensuite, une intégration militaro-industrielle, donc c'est le fameux consortium militaro-industriel français où on retrouvera des compagnies assez célèbres, notamment le groupe Bolloré. Elle s'est traduite dans l'histoire par ce qu'on a appelé le levier diplomatique français théorisé par le général de Gaulle. Donc vous avez une 30aine d'États africains qui votent comme un seul homme avec la France dans les institutions internationales, ce qui augmentait le poids de la France dans l'Alliance Atlantique. Et enfin, un marché captif de 402 millions de consommateurs utilisant des monnaies captives, à savoir le franc CFA, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest et le franc comorien. Donc vous avez cette architecture-là qu'on peut qualifier d'empire contrarié. Donc c'est la continuation de l'empire français, mais avec des États dits indépendants. Et dans l'histoire, elle a eu plusieurs effets. Donc trois principaux âges. L'âge du général de Gaulle, donc l'époque de la France-Afrique d'État, en fait, où c'était vraiment l'État français qui pilotait
la France-Afrique directement. Ensuite, vous avez eu une France-Afrique parapublique qui s'est achevée au tournant des années 94 avec le génocide rwandais. Et enfin, vous avez la France-Afrique privée, celle des concessionnaires, qui existait auparavant, mais qui aujourd'hui, en fait, est la seule qui a droit de citer, c'est-à-dire c'est des intérêts privés, personnels, qui pilotent la politique africaine de la France. Et là, vous avez effectivement tous les promoteurs de l'annulation de la dette, qui sont en fait des privés, qui utilisent l'appareil sécuritaire français pour leur sécurité d'investissement dans les endroits où ils investissent, mais qui, en définitive, ne réinvestissent pas cet argent en France, puisqu'ils sont tous cachés dans des juridictions secrètes offshore, que ce soit Hong Kong, Singapour, Macao, Monaco, etc. Paradis fiscaux et autres, ouais. Voilà. Andréane Gombe, restez avec nous. Il y a beaucoup de choses encore à dire. Après cette petite pause, on se retrouve tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes toujours avec Andréane Gombe, président de la Dynamique Incarner l'Espoir et candidat déclaré à la présidence de la République du Congo. Andréane Gombe, cette troisième France-Afrique, et vous avez très bien fait de rappeler effectivement les différents stades, cette troisième France-Afrique est plus prospère que jamais ou pas? Elle est plus prospère que jamais et en même temps elle est au bord de la faillite et c'est ça le paradoxe. Elle est prospère parce qu'en prenant des exemples clairs, le groupe Bolloré qui avait été épinglé par un journaliste d'investigation, pour 20% de son activité en Afrique, ça constitue 80% de sa marge. Donc vous avez vraiment des marges exceptionnelles, jamais vues. Il y a nulle part ailleurs au monde on peut faire un retour sur investissement pareil. Et en même temps, elle est adossée sur des États faibles, des États extrêmement corrompus, qui ont une dette extrême vis-à-vis de la Chine. Donc on a vu, le chiffre est sorti, à peu près 40% de la dette. Donc du coup, vous vous retrouvez avec des gens qui font d'immenses profits, mais du fait de l'absence d'état de droit et dans ces marchés captifs, peuvent tout perdre. En fait, ils sont vraiment dans un jeu de bondis manchots. Ils mettent la mise, mais à tout moment, ils sont dans le risque de tout perdre. Ils peuvent aussi, évidemment, si tout se passe bien pour eux, tout rafler. Mais le risque de tout perdre est devenu de plus en plus grand avec le double choc du coronavirus et de la chute des matières premières. Oui, c'est ça, pétrole et compagnie. Donc vous dites que il y a beaucoup d'États qui sont des États extrêmement fragiles, des régimes extrêmement fragiles, qui peuvent basculer à tout moment. C'est ça? Exactement. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut encore parler, pour terminer juste là-dessus, en fait, la France-Afrique, aujourd'hui, elle est entièrement privatisée. Enfin, ce n'est plus l'État, ce sont plus les États, ce sont des firmes, voilà. En fait, on pourrait même dire, pour être complètement clair, que c'est un retour à l'état initial, puisque la colonisation française et l'empire colonial français étaient suffisamment vastes pour empêcher l'État de directement investir, et il avait cédé ses droits de gestion à des compagnies qu'on appelait les compagnies concessionnaires. Le général de Gaulle, qui n'avait pas un amour fou des compagnies, avait essayé de ramener ça dans le giron de l'État pour piloter et avoir une vision liée au bien-être des Français dans l'exploitation de cet empire colonial. Et enfin, là, on est retourné dans l'État concessionnaire initial. Et pour faire le lien avec le sujet suivant sur la Chine-Afrique, la Chine-Afrique est en fait le résultat de l'alliance entre ces privés-là, des capitaux et de la force de travail chinoise, au détriment des intérêts de l'État français et des États africains. Alors justement, Andréane Gombe, ça intéresse. Comment la Chine est arrivée? On sait le poids de la Chine aujourd'hui, on sait ce qu'elle représente en Afrique et ailleurs. D'ailleurs, on voit très très bien avec le coronavirus. En plus, s'est ajouté encore un autre, et l'OMS s'est ajouté encore d'autres facteurs. Mais la Chine, ça a été rapide, là, quand même, assez fulgurant son entrée en Afrique, non? Oui, ça a été fulgurant parce que facilité, la Chine n'est pas venue en aveugle. La Chine a été guidée par des intérêts privés français dans la prise de contrôle de l'Afrique, dans une logique de containment de l'avancée anglo-américaine, notamment à l'est de l'Afrique. Mais il faut dire que la Chine est arrivée 2 fois en Afrique. La première fois qu'elle arrive en Afrique, c'est dans les bagages des coloniaux français, notamment un docteur qu'on appelle Alexandre Lassenay, qui, dans sa théorie, voulait peupler l'Afrique de la race jaune, qui était censée être plus travailleuse, mettre en valeur les territoires appartenant à la France. Donc ça, c'est la logique de fond. C'était quand ça? 1929. C'est dans l'entre-deux-guerres. C'est dans l'entre-deux-guerres en 1929. Et donc, vous avez ce logiciel particulier qui existe
dans le ministère des colonies, qui est devenu ensuite le ministère de la coopération et du développement après la chute de l'empire colonial. Et donc, ce logiciel fondamental qu'il faut aller chercher de l'asiatique pour discipliner l'Africain paresseux est resté en fond de musique. Et donc, vous avez chez ces grands propriétaires industriels cette idée fondamentale que l'intérêt chinois et l'intérêt français industriel se conjuguent au profit de l'exploitation d'un territoire extrêmement vaste et captif, afin d'empêcher toujours cette peur de l'anglo-américain chez les stratèges français. Attendez, ce que vous disiez de ce docteur en 1929, cet esprit est toujours présent? C'est étonnant. Mais l'esprit est extrêmement présent dans les compagnies, on les appelle plus compagnies concessionnaires. Mais la plupart des grands groupes BTP ou même Télécom qui exploitent en Afrique exploitent souvent en joint venture avec des sociétés chinoises. Donc vous avez cet état d'esprit qui est resté. Donc on ne va pas chercher à faire monter en compétence des industriels locaux africains ou à former pour créer un tissu industriel local, puisqu'on estime qu'ils ne sont fondamentalement inaptes ou inadaptés au travail industriel, et on ira chercher l'ouvrier, toujours cette espèce de romantisme, l'ouvrier asiatique qui est dur à la peine, travailleur et dur. Voilà. Et le docteur disait, travail de 20 asiatiques dans le chinois équivaut à peu près 2000 Africains. Donc vous avez cette théorie là en fait. Ouais. Et dites-moi, aujourd'hui, on a idée à peu près de la population chinoise en Afrique, du nombre de Chinois qui sont là en Afrique, qui travaillent. Et d'ailleurs, juste les chiffres disent à peu près autour de 1 million, sinon un peu plus, mais 1 million de Chinois en Afrique, oui. D'accord. Mais moi, je suis aussi très frappé. Je suis allé il y a pas très longtemps à Dakar et j'habitais, enfin, j'étais pas loin de l'ambassade de Chine et je voyais quand même les files de jeunes étudiants sénégalais ou autres, enfin, qui pour un visa pour la Chine, qui vont étudier là-bas. Il y a de très grands échanges, de très gros échanges aujourd'hui. Tout à fait, c'est ce que vous avez appelé par avancée fulgurante. Et c'est pour ça que j'ai voulu ajouter ce fait que la Chine n'est pas arrivée toute seule, elle a été accompagnée. Donc, quand vous voyez le processus de visa chinois ou encore ce qu'on appelle aujourd'hui les instituts Confucius, c'est la copie conforme et même, dans certaines mesures, ils ont été accompagnés dans l'expertise d'installation par les instituts français en Afrique. C'est-à-dire que vous avez eu un transfert de compétences et d'expertise du système français d'exploitation et de soft power qui a été complètement calqué par les Chinois directement. Évidemment, ils le font à la chinoise, c'est-à-dire avec une profondeur beaucoup plus grande, une capacité financière beaucoup plus grande, ce qui fait qu'ils vont beaucoup plus vite dans le processus décisionnel. Mais sur le fond, c'est complètement dupliqué. Et là, il faut rappeler une date importante, celle de 89, la Chine réprime Tiananmen, elle est mise sur le banc des nations, et c'est la France, à travers, pas la France officielle, à travers ce consortium militaro-industriel, qui l'aide à revenir par l'Afrique dans le jeu international. Donc c'est passionnant ce que vous dites. En fait, la France pilote de la Chine en Afrique. En tout cas, la France a été, jusqu'à au moins les années 2010, le masque de l'avancée chinoise en Afrique. Ah oui, écoutez, ça c'est pas quelque chose qui se dit beaucoup et en tout cas c'est tout à fait passionnant. Cela s'explique. Je vais juste ajouter un dernier élément pour permettre aux auditeurs de bien comprendre. C'est que la plupart des industriels français en Afrique sont dans l'énergie, c'est-à-dire le pétrole, l'uranium. Et quand ce que vous produisez en termes de ressources est directement acheté par un client unique et tiré par sa demande unique, à savoir la demande énergétique chinoise, vous retrouvez, vous, fournisseur, en état de dépendance vis-à-vis de votre client. Donc vous ne pouvez plus le fâcher, puisqu'il est votre seul client capable d'acheter avec des marges formidables ce que vous produisez à des conditions exécrables. Donc vous avez là vraiment ce duo, c'est pour cela que nous parlons carrément de cartel, et ce cartel est d'abord un danger pour la société française et sa démocratie, avant même d'être un danger pour nous autres Africains, puisque nous vivons dedans depuis maintenant plus de 40 ans. Oui, donc et ce cartel aujourd'hui, on peut dire qu'il est, enfin, il n'est pas franco-chinois, mais il a ce binôme, quoi. C'est une espèce il de est devenu binôme, franco-chinois. Il est devenu franco-chinois. Pour prendre un cas dans mon pays d'origine, le Congo-Brazzaville, la principale route du pays, entre Brazzaville et Pointe-Noire, donc les deux principales villes, a été concédée pour 30 ans à un consortium franco-chinois
qui a participé à la construction, qui là participe à la gestion et est censé rester dans la gestion de cet ouvrage durant plus de 30 ans. Donc vous avez là vraiment une coalition d'intérêts entre des industriels français et la puissance chinoise. Et est-ce que vous croyez que on va reparler de tout ça hein, avec nos auditeurs, etc., qui je suis sûr auront des questions à vous poser, André Ngombé, mais vous croyez que ça, avec ce qui se passe aujourd'hui, ça va non seulement perdurer, mais se développer Est-ce que l'histoire sanitaire va jouer un rôle ou pas du tout? Une fois que le virus sera passé, enfin on l'espère, les choses vont continuer comme d'habitude. Vous avez entendu leur cri d'orfraie, ils cherchent de l'argent. Ils cherchent de l'argent pour se relancer. Ils ont misé et avec le choc, ils risquent de tout perdre. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un jeu de bandits manchots. Et là, maintenant, si dans l'annulation des dettes voulues par le président Macron, ils obtiennent ce qu'ils veulent obtenir, en tout cas ce lobby d'investisseurs français en Afrique, oui, ça va continuer comme en 40. Alors là, nous prenons justement une autre stratégie qui est, en tout cas du point de vue congolais, le refus de payer la dette, mais pas pour les mêmes raisons, au sens où nous estimons que c'est une dette odieuse. Et ensuite, nous demandons vraiment instamment à la société civile française, aux grands groupes intellectuels français de se mettre en mouvement, parce que ce danger n'est pas un danger pour les Africains en soi. Nous vivons la crise depuis 40 ans. En revanche, cet argent fou qui va aller au profit d'ouvrages en fait fantômes, est de l'argent du contribuable français et du contribuable international qui est investi en fait pour aller se cacher dans des paradis fiscaux. Donc ce grand danger c'est le contribuable qui paye. Commence par une nécessité si on liquide la dette, c'est le ici. contribuable français qui paye. Oui, tout à fait. Transparence et effectivement des deux côtés. Restez avec nous, André Ngombé. Après les infos, on reprend avec les auditeurs de Sud Radio. Et on continue. Et je rappelle qu'André Ngombé est candidat déclaré à la présidence du Congo-Brazzaville. 0826 300 300, c'est votre tour de prendre la parole sur Sud Radio. On est toujours ensemble de 13h à 14h et on attend vos appels en compagnie d'André Berkoff. On se retrouve juste après les informations sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et nous allons continuer effectivement de recevoir les auditeurs de Sud Radio, les auditeurs de Berkoff dans tous ses états avec Jean-Marie Bordry. Et une question à poser à André Ngombé qui est évidemment et toujours heureusement avec nous. André Ngombé, et je voudrais faire l'écho, comment vous réagissez par rapport à ceux, ils ne sont pas forcément à la droite du Seigneur ou etc., qui disent mais attendez, on fait des métros pour Abidjan, on fait ceci, cela, on verse des milliards et demi ceci, des milliards et demi à là ou des milliards, et puis alors évidemment on dit oui c'est bon pour nos entreprises, mais en même temps nous, en France, on a des zones qui sont plus que pauvreté, plus qu'en difficulté. Pourquoi? Vous savez, c'est le vieux truc de Raymond Cartier, ancien de Paris Match, il y a 50 ans, il disait la Corrèze avant le Zambèze. Est-ce que vous croyez que c'est la continuation de cela ou c'est autre chose? Parce que des gens, et encore une fois, tout à fait sincères, se disent mais pourquoi on fait ça? Et ça, je vous pose la question avec l'annulation de la dette, évidemment, qui propose... Non, tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez et comment répondez-vous à ce discours? Ce discours, il est tout à fait légitime de penser qu'il faut d'abord s'occuper de la Corrèze avant du Zambèze. Maintenant, nous avons bien analysé le phénomène. Nous parlons de sélection des élites. Ça ne se passe pas seulement côté africain. La sélection des élites se passe des deux côtés. C'est-à-dire, ce sont des élites qui sont captées et cooptées par ce qu'on a appelé un complexe militaro-industriel pour servir les intérêts de ce complexe militaro-industriel. Donc, bien que ce soit un élu de la Corrèze, c'est sa tête, les pieds sont à la Corrèze, mais sa tête et son esprit sont dans le Zambèze où opère l'opérateur qui lui a permis d'accéder à la communication via, évidemment, les médias qui étaient, en tout cas, jusqu'aux années 94 et la libération des radios libres, tout cela, vraiment dans la main de fer du consortium militaro-industriel. Donc ça se voit un peu moins aujourd'hui, mais c'était très prégnant à l'époque. Et aujourd'hui encore, pour revenir dans la nouvelle phase du consortium privé, vous avez tout un tas d'acteurs publics qui, gagnant peu leur vie dans le cadre de leurs activités politiques, se retrouvent en fait avec une double casquette
C'est-à-dire, si j'ai par exemple, prendre un cas encore bien visible, l'usine Legrand qui fabrique des dominos électriques dans ma circonscription de Valenciennes, pour prendre un exemple, et que subitement j'entends la Vierge et que je veux lancer une grande initiative pour l'électrification de l'Afrique et que je mobilise des fonds internationaux, évidemment dans l'appel d'offres international, Legrand sera prioritaire et gagnera. Et moi, je serai auréolé de la gloire d'avoir été le bienfaiteur de l'humanité de l'Afrique. Mon industriel qui me permet de vivre et d'avoir un bassin d'emploi dans ma circonscription va se retrouver, ce qui le permettra de continuer l'illusion, en tout cas, de salaire haut, sans compensation de travail en face au niveau de la circonscription. Et enfin, moi, dans ma poche et dans mon compte offshore, je suis récompensé par une caisse noire, comme on l'avait vu avec le cas qu'on appelle l'ancien ministre des Budgets. Etc. Exactement. Ouais. Ou même pire, des rapports fictifs comme dans le cadre de M. Kouchner à un certain moment. Oui, les factures. Enfin, ça, on pourrait en parler pendant des heures. Tournons-nous vers les auditeurs de Sud Radio à présent. Ils ont beaucoup de choses à dire. Absolument. 0826 300 300. On retrouve Jean-Paul qui nous écoute sur Sud Radio et qui nous appelle de Draguignan. Bonjour André, bonjour Jean-Paul. À votre invité. Bonjour. Voilà, je trouve très intéressant le sujet concernant la France-Afrique et notamment les propos de votre invité qui sont affligeants de ce que l'on découvre. Voilà, moi je ne connaissais rien sur le sujet et ça me met en colère pour deux raisons. La première, c'est financièrement, c'est-à-dire que des gros groupes qui sont déjà très riches s'engraissent sur la misère des gens d'une manière complètement, comment je pourrais dire ça, je sais pas le terme tellement je suis assez scandaleuse, vous voulez dire. Scandaleuse, voilà, tout à fait scandaleuse. Et non seulement ça, mais en plus ils veulent, par la même occasion, modifier leur mode de vie. Parce que si vous regardez au travers de ça, quand on va chercher des Chinois pour les faire travailler en Afrique et ainsi de suite, c'est quand même aussi pour imposer un autre mode de vie aux gens de ce pays. Et ça, je trouve ça aussi inacceptable que le reste. Voilà. Si l'argent qu'ils gagnent était réinvesti en partie dans ce pays pour l'aider à se développer, pour amener peut-être une autre manière de travailler, je ne sais pas quoi d'autre, mais je pense que non, je comprends. C'est tout à fait scandaleux. Et c'est la même chose que ce qui s'est passé dans notre pays, quand on amène des émigrés par l'immigration à outrance et ainsi de suite, pour tirer toujours les salaires vers le bas, au lieu d'essayer de faire du bien un peu. Voilà. D'ailleurs, Georges Marchais l'avait dit en 1980, le secrétaire général de l'époque du Parti communiste français, il faut se rappeler, sur l'immigration clandestine ou officielle. Andréane Gombet, je voudrais revenir à ça. La Chine, en fait, parce que aussi, première question, oui, d'accord, effectivement, ces grands groupes se sucrent, se remplissent les poches, etc. Mais est-ce qu'ils ne font pas, très sincèrement, et je sais que vous êtes extrêmement objectif là-dessus, est-ce qu'ils ne font pas quand même du boulot? Est-ce que ça, très sincèrement et profondément, avec tout le côté absolument inadmissible, corrompu, etc., est-ce que ça améliore le quotidien quand même des populations? Est-ce que ça améliore les infrastructures? Est-ce que ça fait quand même du boulot ou pas? Vous avez eu une amélioration, on pourra dire, des conditions de vie, objectivement, jusqu'à peu près à la crise de 2008. Puisque là, on cherchait réellement, certains groupes cherchaient réellement à construire, que ce soit notamment au Sénégal que vous avez pu visiter avec le président Abdoulaye Wade à un certain moment, où il y a eu vraiment une amélioration, puisqu'il y avait une ouverture, une capacité de travailler. Et à partir de 2008, évidemment, nous rentrons dans une nouvelle logique, puisque tous les groupes étaient quasiment au bord de la faillite et beaucoup, dans leur conseil d'administration, se font capter par des fonds souverains chinois, ou par des entreprises offshore cachées dont les véritables propriétaires sont en fait des élus parfois au niveau français, mais cachés derrière plusieurs couches d'entreprises offshore. Et donc, à partir de ce moment-là, pour reconstituer leur marge, ils se mettent, en tout cas au niveau de l'Afrique centrale surtout, à ce qu'ils ont appelé le programme de municipalisation accélérée. Donc on rentre dans beaucoup de chantiers qu'on qualifierait vraiment de chantiers de prestige. On construit des stades, on fait des grands raouts, on paye des mille et des cents, mais en réalité,
qui sont des investissements non productifs. Et c'est ces investissements-là qui constituent la dette d'aujourd'hui. Parce qu'il faut le savoir, sous l'impulsion du président Chirac, en 2010, les dettes africaines avaient été annulées. Donc on était reparti à la dette quasiment zéro. Oui. Et en moins de 10 ans, pour le cas du Congo-Brazzaville, on est reparti de 0 à 110% d'endettement. Donc vous voyez très bien que vous avez eu en une décennie, un endettement vraiment fulgurant qui entraîne la quasi-faillite du pays pour des investissements non productifs. Je comprends. Et juste, dernier mot là-dessus. La Chine, effectivement, ce que disait Jean-Paul, il disait, est-ce que la Chine essaye de faire travailler, effectivement, alors de faire travailler l'Africain à la chinoise? Est-ce qu'il y a une imprégnation culturelle ou pas du tout? Ou ils s'en fichent, ça n'existe pas, c'est pas le problème? Non, il y a toujours de cela. J'ai parlé tout à l'heure des instituts Confucius calqués sur le modèle des instituts français. Oui. Donc, il y a une volonté de la Chine d'hégémonie. Ils appellent ça le mandat du ciel pour que tout le monde soit sous un seul ciel, une seule vision, la vision chinoise. Que nous soyons dans un monde... le centre du monde. Voilà, un monde à caractéristiques chinoises. Donc, il y a une volonté, en fait, quasi paternaliste de dire que nous sommes passés par là et nous avons réussi. Vous, Africains, vous devez passer par les mêmes étapes que nous, donc grand bond en avant, parti fort, etc. Donc ça, c'est la logique normale des puissances. Mais ce qu'il faut réellement dénoncer dans le processus, c'est que les Africains ont toujours été dépossédés d'eux-mêmes et cela s'est transformé en frustration. Et cette frustration vire aujourd'hui à une espèce de haine pathologique contre tout ce qui est scientifique, occidental et blanc. Et à ce moment-là, vous avez vraiment, une faillite complète de la pensée. C'est-à-dire que même si quelque chose est positif, le simple fait que cela sortira de la bouche d'un occidental ou de quelque chose qui se rapproche de cela sera rejeté violemment et par les pseudo-élites et par les populations locales. On passe d'une oppression à un fanatisme aussi imbécile et c'est effectivement grave. Jean-Marie, on a des auditeurs, je suppose. On remercie Jean-Paul pour son appel de Draguignan, direction les Landes au 0826 300 300. On retrouve Jean sur Sud Radio. Oui, bonjour Jean. Bonjour Monsieur Berkoff et bonjour à votre invité. J'avais juste une petite question à poser à votre invité. Allez-y. Guy Béard chantait celui qui dit la vérité, il faudra l'exécuter. Est-ce que ce monsieur, il n'a pas peur d'être exécuté, évidemment, d'une manière politique, comme on exécute en ce moment le Didier Raoult, comme on a exécuté Éric Zemmour ou d'autres personnes qu'on ne veut pas entendre? Alors est-ce que ce monsieur, il n'a pas peur de ça? Voilà, c'était tout. Andréane Gombet, est-ce que vous avez peur d'être exécuté d'une manière ou d'une autre? Il y a une phrase que j'ai apprise chez mes amis gabonais: le cabri mort n'a pas peur de couteau. Donc je me considère comme un cabri mort, je viens d'un pays qui est lui-même déjà en déliquescence, je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut faire de plus que de tuer mon véhicule, comme on dit, terrestre. En revanche, dans sa question, il y a quelque chose d'intéressant. Il demande: est-ce que vous n'avez pas peur d'être exécuté? Justement, c'est la conspiration du silence se base sur la peur d'être exécuté. Cette conspiration du silence a longtemps tenu nos aînés, ceux avant nous, et tous ceux qui ont voulu travailler sur la France-Afrique ont été plus ou moins exécutés socialement, politiquement, financièrement. Donc la seule manière de résister à ces gens-là, c'est d'abord de ne pas avoir peur et d'être complètement visible, c'est-à-dire de dire les choses telles qu'elles sont, objectivement, telles qu'on les connaît, et évidemment pas seulement dans une attitude de témoignage, ce qui serait un romantisme béat, mais dans une logique de conscientisation, d'abord des premiers intéressés, parce que cela est fait au nom de la France et des Français. Donc il ne faut pas s'étonner ensuite de voir des gens débarquer sur les côtes, il ne faut pas s'étonner de voir les musées revenir, puisque évidemment, à la fin des fins, si le feu est dans la brousse, les animaux sortent de la brousse. Et donc, évidemment, s'il y a le feu en Afrique, on n'y restera pas. Personne n'a envie de vivre sous la botte du même personnage odieux durant 40 ans. Et ça, c'est audible aussi bien en Corrèze qu'aux Zambèze. Tout à fait, d'où la nécessité effectivement de votre engagement politique, et que ce soit en France ou au Congo-Brazzaville, il est nécessaire justement de s'intéresser à ces affaires. Mêlez-vous de vos affaires, c'est la première des choses à faire. On se retrouve tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Oui, restez avec nous Andréane Gombet, et vous qui nous écoutez sur Sud Radio, 0826 300 300, vous continuez à nous appeler. À tout de suite sur Sud Radio. Ici, Sud
Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Percoff dans tous ses états. Eh bien oui, toujours dans tous mes états, et pas seulement moi, on est tous dans tous nos états, que ce soit effectivement aux Zambèzes comme en Corrèze, en Afrique comme en France ou comme en Europe. On se demande effectivement à quelle sauce, de ce point de vue et de tout point de vue, nous serons mangés. Andréane Gombe, qui est avec nous, président de la dynamique Incarner l'espoir, candidat à la présidence de la République du Congo, qui analyse avec beaucoup de clarté et de lucidité ce qui se passe effectivement entre le continent africain et le reste du monde, notamment la Chine, notamment l'Amérique, notamment et surtout l'Europe, avec l'ex-France-Afrique, enfin métamorphosée. Andréane Gombe, une question. Est-ce que là, il y a effectivement, à votre avis, prise de conscience, vous avez souvent fait appel, vous avez dit, au cercle médiatique, intellectuel, que ce soit en France ou ailleurs. Est-ce qu'on a conscience, parce qu'on est toujours quelquefois dans les manichéismes, on entend effectivement des médiatiques africains dire oui, la France, elle est structurellement raciste, vous savez, tout le discours qu'on entend d'une manière ou d'une autre, et qui braque les uns et les autres. Alors, c'est les Africains qui sont racistes, les Français qui sont racistes, et dans cette espèce de salmigondi idéologico-opportuniste, le bon Dieu, je crois, n'y retrouve pas les siens. Vous n'avez absolument pas ce discours. C'est pour ça que j'aimerais vous écouter là-dessus. Routier du monde politique français, vous connaissez l'adage de Feu qui disait il faut susciter une affaire dans l'affaire pour qu'à la fin on n'y comprenne plus rien. Et évidemment, ces anathèmes visent à en fait rendre le débat complètement indigeste. Et quand on remet les choses complètement à plat, et c'est pour cela que je me rappelle toujours ce point précis, il faut savoir une chose claire, les économies matures comme celle de l'Europe et de la France ont besoin des marchés frontières pour déverser leurs excédents. C'est le principe même. Et une fois que vous avez compris ce principe même des économies matures, vous comprenez qu'un appareil productif français surdimensionné face à des capacités locales complètement saturées, évidemment que l'Afrique est le marché dans lequel la France pourra se retrouver, puisqu'il y a la proximité culturelle du fait colonial, les mariages, il y a la langue, il y a une histoire commune, et donc c'est un marché export pour les Français. En revanche, ceux qui vont dans ces marchés export sont les héritiers du ministère de la colonie. Que ça s'appelle aujourd'hui ministère du développement ou ministère de la coopération, le logiciel fondamental de ce ministère n'a pas changé. Et c'est ce problème d'état profond, en fait, d'inertie même de toute société organisée, qui pose un problème aussi bien aux Africains qu'en fait aux Français qui, du fin fond de sa Corrèze, se retrouvent privés et il ne comprend pas pourquoi on le prive de son bien au profit d'intérêts qui le dépassent et qui sont lointains. Donc là, il y a vraiment le besoin de casser, en fait, cette opacité de ce consortium pour pouvoir redémarrer sur des bases saines une relation qui sera beaucoup plus saine et profitable pour les deux parties. Oui, mais alors justement, on est au cœur du problème, Andréane Gombe. Vous dites marché saturé, etc. Mais regardez ce qui se passe en France depuis pas maintenant, hein, c'est pas Macron. 40 ans, désindustrialisation, détextilisation, transfert à la Chine de toutes les fabrications de produits pharmaceutiques et de médicaments. C'est-à-dire, la France a été justement, mais les marchés français, ils n'existent plus. Et la personne, le lambda, hein, quel qu'il soit, c'est quelle que soit son origine, qui est là et qui dit attendez, j'ai pas de masque, j'ai pas de respirateur, j'ai pas de lit, j'ai pas de ceci, cela. On disait le système français le meilleur du monde, système de santé français, et on découvre l'administration hyper gonflée, etc., etc. Et il dit attendez, vous voulez vous occuper de l'Afrique, etc. Et puis nous, on n'a pas l'élémentaire. Vous savez très bien que la Corrèze, et justement parler de la Corrèze, mais que ce soit la Creuse ou que ce soit c'est plus pauvre que voilà, pas seulement médicaux, sanitaires. Il y a plus de café, il y a plus de bistrot dans la moitié de la France. Enfin, en tout cas, pratiquement rien. Donc, est-ce que vous comprenez? C'est ça donc on n'est pas. C'est extraordinaire. C'est vrai qu'ils vont faire des marchés ailleurs, mais le marché français, enfin la production française, a par moitié la 6e économie du monde. On l'a vu avec ce virus, ce qui se passe.
Oui, non, tout à fait. C'est pas pour dire que au niveau de la Corrèze, ils visent bien. C'est pour dire surtout que la logique industrielle, donc la fin de l'État stratège en 94 et ensuite en 98 avec les grandes privatisations et de Jospin et de Juppé, visait justement à déconcentrer, déconcentrer pourquoi? Parce que la menace permanente de tous ces systèmes, en tout cas dans la perspective que nous voyons, c'est l'agglutinement et la coalition de gens qui ont un objectif et quelque chose à perdre plutôt. Donc quand on subventionne le chômage plutôt que de laisser travailler, on produit en fait le délitement du tissu social. Et pourquoi on veut ce délitement du tissu social? C'est pour empêcher justement, à un moment donné, en tout cas dans une logique purement clientéliste et politicienne, pour empêcher ce que vous aimez beaucoup sur votre radio, les indépendants, les travailleurs, les commerçants, les gens qui gagnent à la sueur de leur front leur vie, qui ne dépendent pas d'un pouvoir public en direct. On ne les aime pas. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, c'est des gens qui penseront mal, qui penseront hors système, qui penseront évidemment de manière, je dirais pas capitalistique parce que le mot a été gavoldé, mais en tout cas qui auront un intérêt à générer de la fortune et autonome. Donc vous avez eu une mise sous tutelle des citoyens français et des classes qu'on appelait autrefois les classes laborieuses ou classes dangereuses pour empêcher le retour des grands mouvements sociaux et donc des grandes idéologies et des grands projets qui sont devenus la France périphérique que l'on sait en 30 ans. On a des auditeurs, je crois, Jean-Marie. 0826 300 300 direction Chennevières sur Marne et on retrouve Philippe sur Sud Radio. Oui, bonjour Philippe. Oui, bonjour Monsieur Percoff. On vous écoute Philippe. Oui, bonjour. Oui, je souhaitais intervenir aujourd'hui sur votre radio parce que hier vous avez parlé au cours de votre émission de l'événement 201 qui, pour être clair, est en fin de compte un exercice de pandémie globale, un exercice de simulation. Bien. Oui, exercice de simulation, absolument. Voilà. On parlait la journaliste belge Sandra Duput, oui, absolument. Exactement. Exactement, et qui a été organisé, c'était en octobre 2019, donc c'est très récent. C'est ça. Et qui est organisé par le John Hopkins Health Center, le Forum économique, le World Economic Forum, et par la fondation Bill et Melinda Gates. Donc ce sujet en soi est intéressant et nous pose la question de est-ce que l'événement était prévisible, parce que l'on vit malheureusement la crise. Et d'un autre thème qui est apparu ce matin sur la prise de position du président directeur général Mr. O'Leary, qui est le président de Ryanair, sur la possibilité de vivre pour lui avec son business model, avec les règles qui émanent aujourd'hui de ce qui est imposé par le Covid. Et il me semblait intéressant de mettre en rapport un peu ces deux événements et les interventions de votre invité aujourd'hui pensent en plus être totalement liées à ça, entre ce qui se passe entre la Corrèze et le Zambèze. En fin de compte, on est un peu sur le même niveau de réflexion. Donc il me semblait que il me semblait que face à la crise, on doit la prendre avec beaucoup de sang-froid en fin de compte et s'inspirer de Monsieur O'Leary. Pas pour lui donner raison, mais simplement pour expliquer un peu que grosso modo ce qu'il défend lui. Il défend son business model. D'accord. Et oui, il dit moi ce qu'il disait, c'est en fait si on m'impose un siège vide entre deux sièges, je peux pas le faire. Je préfère que mes avions restent au sol et voilà, je peux pas y arriver. Donc il ne peut pas vivre avec les nouvelles règles qui sont imposées aujourd'hui de façon très conjoncturelle. Néanmoins, ça nous pose quand même la question de ce style d'activité. Oui. Et donc, mais attendez, allez-y. Et donc, ce type d'activité, vous voulez dire la question des avions, enfin la question de l'aviation civile. C'est pas que la problématique de l'aviation civile, c'est vrai pour toutes les activités qui, au cœur de la business model, sont des activités qui ont des règles qui ne sont plus compatibles avec le monde tel qu'on va le vivre demain. Donc ça nous pose la question de la réflexion.
Mais vous ne faites pas confiance aux capitalistes. Là, je suis même pas ironique d'ailleurs. Vous ne faites pas confiance aux capitalistes dont les vertus d'adaptation sont assez connues de changer de business model. On l'a vu, vous savez, sur certains avions, il y a je ne sais plus quelle compagnie, on voyait ça hier à la télévision, qui mettait des parois de verre pour éviter effectivement la salive, enfin les jets de gouttelettes. Ils mettaient des parois de verre entre chaque siège d'avion. Et ils sont en train, en tout cas, faites-leur confiance, je crois, pour travailler là-dessus de façon d'arrache-pied pour arriver à faire. Je crois que c'est une question d'adaptation. On peut le déplorer ou s'en réjouir, mais je pense que ça va jouer là-dessus, hein. Philippe. En aucun cas, la capacité des entreprises à se régénérer et à se remettre directement sur. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la façon dont le monde est pensé par ces décideurs, d'une certaine façon, et sur le fait que de l'exercice qui a été proposé en octobre 2019, qui en fin de compte prenait en compte toutes les prévisions qui sont faites depuis 10 ou 15 ans sur l'arrivée potentielle de pandémie globale telle que nous la vivons. Ouais. Et donc, ça, sur la notion en fin de compte, du modèle de pensée de ces acteurs, qui, moi je jette l'opprobre à personne. La question qui est autour de ça, la question qui est fondamentale autour de ça, c'est en fin de compte, les conclusions qui ont été posées depuis 10-15 ans, très clairement, et qui sont rapportées par l'événement 21, et le rapport qui est fait autour de ça, c'est la non-préparation de nos économies et de notre façon d'agir par rapport à ça. Et donc, entre autres, Philippe. Oui, non, juste un mot. Là, vous l'avez dit, et c'est très clair. Non, votre question, elle est fondamentale. Andréane Gombet en parlera et beaucoup entendre son avis après cette petite pause. Simplement une chose, c'est que la question fondamentale que vous posez, elle est que la gestion du risque systémique n'a jamais été abordée. Le problème, il est là. C'est, vous savez, la fameuse théorie du signe noir de Nassim Nicolas Taleb que je vous conseille vraiment de lire. C'est passionnant. C'est justement gérer l'imprévisible. Mais l'imprévisible, pour les modélistes, pour les gens qui sont dans les tableaux Excel, etc., ça n'existe pas. Ils sont dans la modélisation à partir de ce qui existe, et évidemment, par essence, l'imprévu, il n'est pas dans leur modèle. Donc, effectivement, ils ne pensent pas ça, d'où notre impréparation, d'où nos pénuries, d'où le manque de tout, de ce qui s'est passé, à part ce qui s'est passé en Chine, et la volonté de cacher les choses. Mais il est là, le problème. On s'en reparle tous, en tout cas, c'est passionnant, et merci de vos appels. Après cette petite pause, à tout de suite. Et vos appels, c'est au 0826 300 300. C'est à vous de prendre la parole. On vous la donne jusqu'à 14h sur Sud Radio. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Percoff dans tous ses états. Et oui, on continue à parler de cette intervention, du risque systémique, de comment prévoir l'imprévisible, et c'est toujours pareil, d'ailleurs l'histoire nous l'apprend en permanence. Andréane Gombet, ce que disait Philippe qui était passionnant effectivement et fondamental, c'est on parle de choses et effectivement on voit que nos décideurs, quels qu'ils soient et où qu'ils soient, sur beaucoup de choses quand c'est pas prévu, justement ils sont totalement désarmés. C'est intéressant quand même du point de vue justement de la stratégie et de l'avancement de nos pays. Qu'en pensez-vous ? Non, je pense qu'il faut repartir à la logique démocratique dans son essence même, qui est d'abord un pouvoir de subsidiarité. Il faut redonner au plus proche maillon du pouvoir l'autonomie pour pouvoir gérer. Pour ne pas faire de cachotterie à vos auditeurs, j'ai une formation d'historien, de sorbonnard, d'idéologie conception du pouvoir en Occident, de médiéviste. Donc, j'ai eu l'opportunité, le bonheur d'étudier ces différents phénomènes et comment la démocratie aboutit en Europe à ce qu'elle est à peu près aujourd'hui. Vous aviez dans certaines villes, qu'on appelait les villes franches, et notamment dans la Savoie, la Haute-Savoie et toutes ces zones-là, des villes qui avaient une autonomie de gestion. Et donc, si en autonomie de gestion, je vois le virus arriver, en l'occurrence à l'époque la peste, et que le conseil municipal peut vraiment agir au plus près de la crise, on est beaucoup plus réactif. On est dans une réactivité à temps, en temps réel aujourd'hui. Or,
Quand il faut, avant de bouger le moindre orteil, s'en référer au sous-préfet, qui doit avoir la validation du préfet, qui doit aller revoir le ministre lui-même qui doit arpenter les couloirs de l'Élysée pour avoir éventuellement... Et l'agence régionale de santé, voilà. Ouais. Vous avez donc, c'est connu, cette espèce de millefeuille, qui est la structure même de l'État jacobin, qui s'est exporté à peu près dans tout ce qui est Afrique latine et Amérique latine. Et vous avez cette conception du pouvoir qui fait qu'aujourd'hui, personne n'ose faire d'erreur. Ouais. Puisque sa carrière est toujours en danger. Personne n'ose prendre des risques. Personne n'ose prendre des risques. Nulle part. On va pas commander 1 milliard de masques, on le laisse. Ouais, c'est ça. Non, on ne peut pas décider. Pour décider, il faut 10, 20, 15 validations. Et donc, c'est ça qui produit cette espèce de sclérose et cette peur du risque. En revanche, vous avez une nécessité aujourd'hui de repartir dans une vision du temps long. Et là, c'est les chiffres qui peuvent nous ramener dans cette vision du temps long. Pour le cas de l'Afrique francophone, nous sommes à 402 millions d'Africains francophones. Donc autant que l'ensemble de la population européenne. Donc si on est dans une vision réellement stratégique du futur, de l'intégration, de la volonté, on se dit, il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Et donc on doit se rendre compte qu'il faut permettre à ces gens d'être éduqués, à ces gens de manger à leur faim. Sinon, qu'est-ce qu'on prépare? On prépare les contingents de terroristes, on prépare les contingents des violents, on prépare en fait les banlieues de demain et toutes les catastrophes aussi bien sociales, sanitaires et sécuritaires du futur. Donc on est dans des visions étriquées que nous qualifions officiellement aujourd'hui de visions de petits marquis, des petites administrations, qui, quand ils voient un opposant ou n'importe qui aspirant à arriver au pouvoir, qui ne correspond pas en fait à cette cooptation des élites, à cette espèce de moule, qui est le moule qui nous a emmenés à ce que nous vivons aujourd'hui, ils ne comprennent plus rien, ils ne peuvent pas l'accepter, parce que ça ne fait pas, comme on dit, une dissertation en deux façons, façon Sciences Po, parce que ça ne parle pas au subjonctif de l'imparfait, parce que ça ne... Je suis votre regard énarchique, là, ou anti-énarchique. Et donc vous avez en fait... Le fondement même de l'inertie et de la catastrophe qui est en cours. Ce n'est pas dire qu'ils ne savent pas ce qui va arriver. Ils savent très bien et nous ne faisons pas offense à leur intellect. Mais ils sont dans l'incapacité de décider. C'est-à-dire ils ont les données du problème, ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas la volonté de trancher. Oui, et ni le courage, et j'ajouterai une chose, c'est que vous dites, ils savent très bien, je suis pas sûr, moi, je suis pas sûr qu'ils savent. Non, je vous assure que pour avoir fréquenté, ils ont toutes les données, ça, il faut vous dire qu'ils ont les moyens d'être informés. Andrea Ngoubé, je ne parle pas des données, je parle des données, mais sauf que ce qui n'est pas dans leur épure, dans leur tableau Excel, je ne dis pas qu'ils n'ont pas l'intelligence, mais ils n'en tiennent pas compte. C'est très très clair, ils n'en tiennent pas compte. Regardez, on va pas revenir là-dessus, mais la gestion juste du gouvernement français de l'histoire du masque, ne parlons pas du reste, c'est extraordinaire. La manière quand en 2010 il y avait 1 milliard de masques et que certains députés disaient mais attendez, vous allez pas nous garder ces masques et renouveler le stock, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Vous voyez, c'est pas l'intelligence, c'est voilà. D'autres, en tout cas, on continue. Philippe, vous aviez quelque chose à ajouter? Dites-moi. De fait, je pense que votre invité met le doigt sur quelque chose qui est essentiel, c'est sur les schémas mentaux et dans lesquels fonctionnent les décideurs, et que globalement, malheureusement, c'est pas qu'ils sont pas informés, s'ils sont dans la non-action, et c'est ça qui pose problème. Parce que de fait, ça fait en 2008 qu'ont été pensées les pandémies et ces décideurs savent très bien que ça existe, que c'est potentiel. Ils avaient même mis une date dans le dernier rapport NIC, qui est le National Intelligence Council américain, dans la dernière prospective qu'ils font. Non mais même, Philippe, il y a eu un rapport sur la pandémie. Il y a eu un rapport sur la pandémie de la grippe aviaire en 2011, hein, même pas besoin de référer aux Américains. Hein. Il y a eu un rapport sur la pandémie, mais je vais vous dire, moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous, avec Andrea. Vous dites, il y a d'abord le déni. Vous dites, ils savaient. Non, ils savaient pas.
Ils ne savaient pas parce qu'ils ne veulent pas le savoir. Ils écartent ceci. Moi, je crois vraiment, je peux me tromper, hein, mais personnellement, je crois qu'il y a, avec la connaissance des faits, un déni. Et c'est très simple. Je me rappelle des discussions. Ça n'existe pas. Il n'y aura plus de pandémie en France. Ne me parlez pas de ça. Ça n'existe pas. C'est pas la peine d'en parler. Je crois que ça joue beaucoup. Jean-Marie, un autre. Oui, merci à Philippe en tout cas. pour son Merci intervention. 0826 300 300 direction Anthony. On donne la parole à Didier sur Sud Radio. Allô ? Bonjour Didier. Oui, allô. Bonjour Didier. Comment allez-vous ? Bonjour. Et bonjour à votre invité. Très bien. Alors, je voudrais poser une question pendant que j'y pense à votre invité. Quid de ce cher monsieur Soros pour son action en Afrique ? Andréane Gombé, est-ce que monsieur Soros, Georges de son prénom, exerce exerce une acte. Oui, allez-y. Bon, en tout cas, comme tous les philanthropes qui existent à travers le monde, ce que les gens appellent parfois le complexe excusez-moi du terme, mais c'est le complexe du blanc sauveur de l'humanité qui existe. Donc, vous avez différents philanthropes. Vous avez cité celui-là, il y en a d'autres. On a eu Monsieur Borloo qui voulait électrifier tout le continent. Vous avez Monsieur Douste Blasi qui veut enlever le sida. Donc vous avez toujours Andrea, c'est pas la même chose. Soros, je ne sais pas du tout pour défendre Borloo, mais c'est pas la même chose. Soros et Borloo. En termes de capacité d'action, c'est différent, mais en termes de logiciel de pensée, c'est le même. C'est celui de venir sauver les gens, y compris contre leur gré. Et donc il y a ce truc fondamental là qui existe. Donc, je n'ai pas connaissance directement des activités de M. Soros en Afrique. Je sais qu'il est très en activité, notamment en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, nous sommes dans ce que Conrad appelait le cœur des ténèbres. On y est toujours. Donc, c'est l'opacité la plus totale. Et donc, non, il n'a pas d'activité significative au Congo pour l'instant. Merci, voilà, Didier, vous avez répondu. Autre appel, merci Didier. Je vous en prie, très bonne journée, à bientôt. Oui, merci à vous Didier de nous avoir appelé au 0826 300 300. Vous continuez à nous écouter sur Sud Radio, vous continuez à nous appeler. On est toujours en direct sur Sud Radio en compagnie d'André Berkoff et de son invité Andréane Gombé qui est candidat déclaré à la présidence de la République du Congo et qui est en direct avec André Berkoff. André, c'est à vous. Allô ? Ce titre... allô, oui, vous êtes là ? Oui, je suis toujours. D'accord. Oui, allez-y. Je crois que j'avais une nuance à apporter tout à l'heure quand vous avez dit ils sont dans le déni. Moi, je n'irais pas jusqu'à dire qu'ils sont dans le déni. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'ils sont au courant de ce qu'il y a à faire. En revanche, les liens d'intérêt, ce que nous avions identifié comme des liens corruptifs, ce fameux complexe militaro-industriel, les empêche d'agir. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller... La chaîne est longue, mais ça reste une chaîne. Et donc, ils ne peuvent pas aller au-delà d'une certaine limite puisqu'ils sont entravés dans leur action. Ils voudraient parfois faire, mais leur action est entravée. Aujourd'hui, le président Macron parle de relocaliser la chaîne de valeur industrielle de la Chine vers la France, mais certains industriels, dans leur marge, certains conseils d'administration vont faire pression pour ne pas que cela puisse arriver. Et est-ce que le président a suffisamment de marge de manœuvre pour réellement agir ? Donc, il est lui-même dans une espèce d'impuissance qui est le fait de la montée de cette troisième France-Afrique dont je vous ai parlé, des opérateurs, anciens opérateurs publics passés dans le privé, ayant des carnets d'adresses très profonds dans l'appareil d'État et agissant pour des intérêts personnels. Et vous avez là, en fait, la structure même qui empêcherait le politique de réellement agir. Et je crois que le général de Gaulle avait un terme pour le dire. Il parlait des communautés théodules qui se multiplient et à la fin on n'y comprend rien. Donc on est exactement dans ça. C'était sur la politique, ça, plutôt. Non, mais moi, j'apporterai alors à mon tour un bémol à ce que vous dites, Andréane Gombé. Vous dites, c'est-à-dire, si ce que vous dites est vrai, je dis pas que c'est faux, hein, je dis simplement que peut-être il y aurait à nuancer, et c'est le facteur humain. Parce que si c'était vrai, il y a plus de politique. Si le politique, il y en a de moins en moins. C'est pas à vous que je ferai un... Non, mais oui, d'accord, mais on peut se supposer qu'il en existe. Si vous voulez, en deux mots, vous parlez de Gaulle, et je vais même parler de Trump sans du tout les comparer. Mais ils ont tous les deux trahi leur caste. De Gaulle, en 58, et vous le savez, est revenu au pouvoir par les partisans de l'Algérie française. Lui avait sa politique, sa stratégie politique, et il faut dire, il a, entre guillemets, trahi
les gens qui l'ont porté au pouvoir pour une stratégie évidemment plus intelligente, plus vraie et plus longue, en disant non, il faudra donner l'autonomie ou l'indépendance à l'Algérie. Exactement. Trump, milliardaire, on peut penser ce qu'on veut, milliardaire et multimilliardaire, il arrivait, on se dit bon ben il va servir les grands intérêts de l'État profond, du grand capital, et on voit très très bien que en fait pour des raisons X et Y, on va pas rentrer là-dedans, mais X et Y, il gêne énormément. On n'a qu'à voir la quasi-totalité des médias américains qui le voient hégémonie, qui ne le voient que pendu haut et court. Donc, il y a, je veux dire, des possibilités, et que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud ou ailleurs, que des chefs d'État, que des politiques, et vous-même, d'ailleurs, si je pense que vous faites de la politique, c'est un peu pour cela, que vous pourriez changer le logiciel. Exactement. Sinon, c'est pas la peine. Non, exactement. Il faut être complètement lucide sur cette incapacité du politique dans la configuration actuelle, et ces liens d'intérêt qui empêchent les uns et les autres d'agir, et la nécessité d'avoir ce qu'on appelle en anglais des mavericks, des acteurs qui sortent de la ligne, qui permettent d'éclaircir le débat. Dans le cas actuel franco-africain, il faut à un moment donné sortir de cette espèce de vivier de cooptation où vous avez les fils des anciens administrateurs coloniaux plus les fils des dirigeants actuels des pays autocrates qui, copains comme cochons, dans les mêmes écoles, dans les mêmes milieux, dans les mêmes familles, et se reproduisent, cette reproduction des élites. En revanche, la différence avec l'Amérique, c'est qu'en Amérique, pour avoir aussi fréquenté ces milieux-là, vous avez un espace de la société civile beaucoup plus dynamique, beaucoup plus large, beaucoup plus autonome dans son financement. La véritable question, c'est la question du financement d'une société civile réellement autonome du pouvoir politique, donc des fameuses libertés civiles. Or, en France, vous avez une clientélisation de la société civile qui a produit les effets que nous connaissons, notamment dans certaines banlieues où des lobbies islamistes ont été financés, en veux-tu, en voilà, par des pouvoirs publics parce que c'était de l'intérêt immédiat politicien. En revanche, il existe une société civile française qui aide le combat que nous menons. Nous pensons à des gens comme Sherpa, à des ONG comme Fondemos et plein d'autres qui sont là, qui sont aux côtés de la société civile africaine qui veut se renouveler. Donc il y a un besoin de renouveler cette espèce d'agora pour avoir un véritable dialogue sur le fond, et de ce dialogue de fond pourra émerger des solutions innovantes qui seront bénéfiques. En revanche, évidemment, les liens d'intérêt font que l'un de vos auditeurs a dit qu'on pouvait se faire assassiner pour cela. Certains ont payé de leur vie. Le juge Borrell a été brûlé vif, jusqu'à aujourd'hui non élucidé. Et vous avez une ribambelle de cadavres qui sont en fait le long de ce grand chemin vers une espèce de liberté franco-africaine. Et dans ce chemin-là, il y a des morts côté français, il y a des morts côté africain. Dans mon pays d'où je viens, j'ai des partisans qui sont en prison à cause de cela. Il y a des anciens candidats à l'élection présidentielle, Mokoko Kombi, qui sont en prison à cause de cela. Donc, vous avez des gens qui sont engagés corps et âme pour le changement. Et nous avons besoin de trouver dans la société française des relais pour ce combat afin de pouvoir ensemble gagner et faire émerger aussi bien en France qu'en Afrique de nouveaux dirigeants qui ne sont pas liés directement avec ces intérêts-là. Eh ben écoutez, on espère ça, on l'espère tous, on espère vraiment cela. On se retrouve tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Merci. Et vous continuez à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Percoff dans tous ses états. Et nous sommes avec vous, auditeurs de Sud Radio, et avec Andréane Gombé pour cette exploration de la France-Afrique, troisième version du thème du coronavirus, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes concernés, à vous la parole. 0826 300 300, direction Marseille, où nous retrouvons Jean-Claude sur Sud Radio. Allô, bonjour, monsieur Bercoff. Bonjour, monsieur Bercoff. Oui, bonjour. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que pour moi, vous représentez vraiment un grand monsieur, déjà. Merci. Et c'est très, très, très important à notre époque. Et je remercie aussi monsieur Didier Maesto, qui est un grand monsieur lui aussi. Voilà. Bon, moi, je voulais intervenir. C'est normal. Allez-y. Donc, je voulais intervenir parce qu'on n'arrête pas de dire que nous sommes en guerre. Oui. On est en guerre. Oui. Bon. Alors, je voudrais m'adresser au maréchal Emmanuel Pétain. Pour la bonne, simple, unique raison, c'est que nous sommes en guerre.
Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Alors, comme nous sommes en guerre, et comme c'est un gouvernement qui est incapable, comme à l'époque de Vichy, d'accord? Alors, ce qui serait agréable, c'est qu'après le confinement, ce qui me ferait énormément plaisir, parce que moi, je suis un gilet jaune, un pur et dur. D'accord? Je me suis fait fracasser, démolir, je me suis fait traiter de tous les noms. Mais je suis encore vivant. Et c'est grâce à ça que je suis encore vivant. Et pour la bonne simple raison, c'est qu'une fois que le confinement sera terminé, il faudra mettre ce maréchal Pétain, avec tout son gouvernement, et le patronat devant le parvis de l'Élysée, et les fusiller pour la trahison contre la patrie. Et ça, c'est très important. Vous y allez fort, alors vous y allez fort. Oui, mais c'est normal. Vous y allez fort. Non, mais la parole est libre. Et vous avez tout à fait droit à vos propos. C'est pour ça que j'adore. Pourquoi? Oui. C'est pour ça que vous adorez l'émission et vous avez raison. Mais dites-moi juste un mot. Pourquoi aller jusqu'à les fusiller? C'est un peu fort quand même. C'est un peu beaucoup fort. Non, c'est trop facile parce que quand ça fait 3 mois qu'ils sont incapables de prendre une décision. Croyez-moi que nous, si eux, ils sont pas capables, c'est le peuple français qui est obligé de se débrouiller, de faire marcher le pays. Qu'est-ce qu'il fait le patronat? Lui, pourvu qu'il s'enrichit. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous comprenez? Et je voulais dire autre chose aussi. Oui. Allez-y, Jean-Paul. Allez-y. Jean-Claude. Jean-Claude, pardon. Mais dites-moi juste un mot. Pardon. Je voulais poser la question, pardon, de vous interrompre. Vous pensez qu'ils n'ont rien fait? C'est-à-dire que pour vous, s'ils méritent d'être, c'est votre propos, fusillé. C'est pourquoi? Par incompétence, par impuissance, par quoi? Pour tout. Pour laisser son peuple se débrouiller tout seul, de prendre des décisions à leur place. Un jour on vous dit blanc, le lendemain on vous dit noir. Mais on ne peut pas gérer un pays comme ça. Il y a eu des grands monsieur, des grands présidents comme M. Pompidou, comme M. De Gaulle. Mais qu'est-ce qu'on est, comment on était, qu'est-ce qu'on est devenu? Mais c'est lamentable comme pays. Et après, mais aujourd'hui, maintenant, nous avons le Amazon qui essaye de faire un chantage avec la France. Mais dites-moi, mais qu'Amazon, il s'en aille. Qu'il s'en aille vite, parce que nous, on n'est pas un système américain, nous sommes un système d'abord français, et je demande à tous les gilets jaunes qu'il y a eu 70 actes. 70 actes. On en a vu des vertes et des pas mûres. On a été considérés comme de la merde. Quand je vois qu'aujourd'hui, monsieur Castaner, il n'est pas fichu de mettre de la police dans des endroits dangereux, non, c'est un monde à l'envers. Voilà. Alors je voulais dire vous demandez à Gilets jaunes, vous demandez quoi? De boycotter Amazon, d'aller plus loin? Exactement. De boycotter. Nous, on a toujours été comme ça depuis le départ. Oui, depuis le départ, on était contre ce genre de système de vente, vraiment. Et en plus, on prend les employés comme du bétail. Mais c'est lamentable, ça. Nous sommes des humains. Et par contre, vous avez Vous êtes contre l'ubérisation, quoi. Exactement. Voilà. Et en même temps, vous avez une invitée aujourd'hui qui me fait chaud au cœur, parce que on a l'air d'être étonné. Mais depuis que la mondialisation s'est créée, on sait très bien que sur la planète, il y a une partie qui peut vivre et l'autre, on n'en a rien à foutre. On le sait, ça. Et qu'est-ce c'est qu'on va se donner la main tous? Parce que nous sommes tous sur la même planète, là. Certes. Vous comprenez? Absolument. Voilà. Jean-Claude, mais Jean-Claude, écoutez, c'est en tout cas vous avez le mérite et de la franchise et de la sincérité. C'est clair au moins. Andréane Gombet, vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'est que on est frappé. Moi, on fait cette émission tous les jours et pas seulement à Sud Radio. On reçoit beaucoup d'auditeurs et il y a cette espèce de ras-le-bol, cette espèce de colère qui est de moins en moins entrée. Vous voyez, il est pour les méthodes expéditives, Jean-Claude. Il y a ça qui monte, qui est là, et je dois dire que si je compare à il y a encore quelques mois ou un an, ça n'a plus rien à voir. On ne va pas généraliser, mais quand même. Vous en pensez quoi, Andréane Gombet? Il y a deux choses intéressantes dans son propos, au-delà des méthodes expéditives. C'est qu'il y a cette impression de délaissement qui est vécue, en tout cas pour des traditions françaises, comme quelque chose de dommageable. Moi, je le prendrais plutôt de manière positive. C'est une manière de réapprendre, en fait, des solidarités de proximité.
Et c'est en fait dans la crise que se révèlent les caractères. Et le caractère, en tout cas, du peuple français, il a déjà démontré dans d'autres crises et continue à le démontrer. Il arrive de temps en temps, au moment de la crise, à retrouver des accents de cohésion. Et évidemment, en face, vous avez ce bloc industriel, militaro-industriel, qui a pris en otage la démocratie française. Et c'est lui, et pas le patronat, parce que quand on dit patronat, c'est assez, englobant, et du coup, ça empêche la nuance. Mais on comprend que dans la colère, on ne puisse pas mettre de la nuance. Il faut séparer, il faut séparer l'entrepreneur qui main du sien et ce qu'on appelle les héritiers. Et les héritiers qui continuent à accumuler dans une espèce de rente indéfinie sont un poison et pour la démocratie et pour la stabilité de tout système économique parce qu'ils captent et ça produit des effets de cartel. Vous avez le cartel de la grande distribution, le cartel, etc. Et dans sa colère, ce que je peux ajouter, c'est que moi j'ai vécu ça pour avoir vécu le mandat de Sarkozy ici, du président Nicolas Sarkozy en France. Il y a eu cette promesse de libérer le travail, de permettre aux gens qui travaillent vraiment de gagner le fruit de leur travail, qui a été finalement brisé et trahi. Et c'est de là que part, en tout cas à mon sens, le point de départ de la rupture totale élite peuple français et la rupture de ce contrat où, si vous faites bien l'école, si vous êtes suffisamment acharné au travail, votre vie va s'améliorer. Or, les gens s'acharnent, ils ont de plus en plus de diplômes, de plus en plus de compétences, mais de moins en moins d'argent, de moins en moins d'opportunités. En revanche, les fils et filles d'eux accèdent toujours au poste, accèdent toujours aux meilleures formations. Il y a une espèce de connivence de la fortune entre eux qui, en fait, exclut le reste de la population. Et c'est là, en fait, cette rupture du contrat égalitaire français qui cause la véritable souffrance, en tout cas psychologique et sociale, que nous constatons. C'est aussi, oui, c'est vrai, mais c'est aussi voilà, mais d'où vient le capitalisme de connivence? Nous, on n'a pas un vrai capitalisme. On a, le capitalisme de marché. C'est le capitalisme de connivence. Mais autre chose aussi, vous avez marqué quand même dans la colère de Jean-Claude, Adrien Gombet. Mais lui, pourquoi il met les politiques? Parce que le peuple, il élit des gens qui sont censés le représenter. Faut pas oublier ça. C'est très bien de parler du complexe militaro-industriel, mais on revient au fondement de la chose. Ou on lui fait une short list des gens à sélectionner. Il faut toujours rester dans cette nuance-là. Mais en France, la shortlist, elle est pas si short que ça. Très franchement. Après, il y a les manipulations. Mais très sincèrement, c'est pas ça. C'est que le problème, c'est qui est responsable. C'est très bien le complexe militaro-industriel, ou appelons-le comme on veut, ou la caste, etc., défense des intérêts. Ça, c'est pas nouveau. On le sait depuis quelques millénaires, ou pas, si on veut aller de là. Mais les politiques que l'on élit, ou alors ça ne sert plus à rien. Alors arrêtons les élections, faisons autre chose. Non, mais après tout, pourquoi pas? C'est autre chose. Mais face à moi, j'ai les gens que j'ai élus pour améliorer la responsabilité, la res publica. S'ils sont pas capables de le faire, c'est à eux de m'en prendre, c'est à eux de maîtriser le complexe militaro-industriel. Ou alors, ils sont les sujets, les domestiques ou les larbins, appelons-le du complexe militaro-industriel, et ben c'est plus la peine de voter. Arrêtons là. Exactement. Il ne faut pas aller d'un point à un autre directement. Il y a une citation que vous oubliez. Voter ne suffit plus. Vous votez, c'est vrai, il est élu. Vous dormez durant 5 ans et vous vous réveillez 5 ans après, ça ne suffit plus. Il faut des mécanismes de contrôle, de pression de l'action publique. Parce que pendant que vous dormez 5 ans, ce complexe militaro-industriel, lui, il arbore les couloirs des assemblées, les couloirs des ministères pour faire avancer son agenda. Et c'est normal, c'est sa vocation. Et je suis vraiment par-delà le bien et le mal, c'est sa vocation, il est là pour faire cela et il le fait très bien. En revanche, vous avez la société civile qui doit s'organiser de manière la plus sereine possible, la plus froidement possible, la plus factuellement possible pour mettre à jour ces différents conflits d'intérêts, pour les judiciariser à la limite et pour obtenir du résultat. Nous avons vu la chute d'un grand marquis qui était le patron de l'Assemblée nationale, le patron des Verts, sur une soirée avec des homards et avec de la nourriture haut de gamme. Voilà, mais c'était une information il y a 10-15 ans qui ne serait pas sortie. Il serait toujours en poste, il serait tranquillement à nager dans la luxure. Donc il y a ici une vigilance du peuple français qui doit se réveiller
et regarder Absolument. ce qui est fait en son nom. On va revoir tout ça, Andréane Gombet, on vous fera revenir, on va parler de tout ça. Merci en tout cas de votre témoignage, de vos analyses et merci Jean-Marie à tous les auditeurs. Ouais, hein, merci à vous tous. En tout cas, bon week-end à tout le monde, en tout cas à ceux qui en ont un. Et puis on se retrouve à midi en direct lundi prochain sur Sud Radio. La suite de votre journée, vous retrouvez Brigitte Lahaye, Sud Radio. Belle journée à vous.